Salut la team! Aujourd'hui, on met la lumière sur le coaching mental des sportifs et le basketball. Mon invitée, Karine Valin, est préparatrice mentale et praticienne en psychologie positive. Après 20 ans dans le secteur public, sa reconversion professionnelle l'a emmenée là où elle devait être, auprès de personnes en quête de bien-être, de performance ou tout simplement d'une vie heureuse. Elle nous partage aujourd'hui sa vision et les techniques qu'elle a mis en œuvre aux côtés des joueurs du Rouen Métropole Basket. Bonjour Karine! Bonjour Sandy. Je suis ravie de t'accueillir au micro de 1, 2, 3 Mindset. Comment ça va? Ça va super. Je suis en super forme. Ouais, ça va bien. Alors, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un petit peu ton parcours? Eh bien, je suis préparatrice mentale, coach mental. J'ai un peu de mal avec le mot préparation en ce moment, mais je suis coach mental. Pour sportifs, mais finalement pas que. J'ai d'autres personnes qui petit à petit viennent sur ces sujets-là. J'ai un parcours un peu atypique puisque j'ai fait 20 ans dans la fonction publique territoriale sur des postes en cabinet principalement, des postes de direction. Et puis un jour j'ai décidé de changer. Au bout de 20 ans, je me suis dit, j'ai appris beaucoup de cette période, vraiment beaucoup. Un parcours un peu atypique. Un ami me disait hier soir au téléphone, un parcours un peu hors norme parfois, dont on ne se rend absolument pas compte, mais j'étais pas du tout prédestinée ni à faire cette carrière-là en cabinet et en politique, en accompagnant finalement des élus, en tout cas dans leur parcours. Comme j'étais pas forcément prédestinée non plus à devenir coach mental depuis l'été dernier, où donc j'ai tout quitté. Mais tu prenais du plaisir dans ce que tu faisais. Ouais, carrément, toujours. Dans tout ce que j'ai fait, et c'est ce qui me construit, je pense, finalement. Et j'ai toujours pris du plaisir, et quand j'en prends plus, c'est là que je pars. C'est un peu valable dans ma vie professionnelle comme dans ma vie personnelle. Et je crois que c'est important de se dire que on vit plusieurs vies, mais on n'a qu'une mort, et que quand elle arrive, c'est vraiment fini. Et moi, j'ai décidé il y a 5 ans d'être heureuse quoi qu'il arrive, malgré les difficultés de la vie, parce que j'en ai comme tout le monde, bien évidemment. Mais finalement, depuis mon retour, on en parlera, mais depuis mon retour du Liban, je crois que on en a beaucoup moins finalement que d'autres. Donc c'est important à un moment donné de se dire que l'important c'est d'être heureuse, et mon parcours se résume peut-être à ça, finalement, de prendre du plaisir dans tout ce que j'ai fait, que ce soit en politique, en accompagnant en tout cas des élus, ou là maintenant dans ce nouveau métier qui est passionnant. Voilà. La passion, c'est au cœur finalement. Ouais. C'est aussi au cœur de la prépa mentale. Ouais. Le plaisir et l'épanouissement, la recherche de plaisir et de bonheur. Alors du coup, comment tu t'es lancée dans la préparation, le coaching mental? Alors c'est un peu presque par hasard. Je suis pas tombée dans le sport par hasard parce que je fais du basket depuis que j'ai 5 ans et demi. C'est ma passion. C'était ma passion. Mon père a été président d'un club, mes parents ont ce sens du bénévolat et de l'associatif depuis que je suis petite, j'ai grandi dedans. Et finalement, l'année dernière, quand je décide de quitter mon boulot, au départ, c'est vraiment pour monter ma boîte plutôt en psychologie positive au travail, puisque je me suis formée en 2019 sur ces sujets, donc plutôt dans la sphère de l'entreprise, des collectivités territoriales. Qui était mon milieu, mon environnement. Et donc, au départ, ça part de là. Et sur Facebook, comme quoi les réseaux sociaux, c'est assez incroyable parfois. Parfois, c'est un peu lourd, mais parfois, s'il y a du bon. Je tombe sur une formation, sur une pub, sur une formation en prépa mentale. Et là, je fais, mais ça, c'est les outils de plus que je vais intégrer. Et ça doit être génial, ça, et tout. Et donc, je vais chercher, voilà. Et puis je m'inscris à cette formation. Et comme il faut pratiquer, puisque à la fin de l'assertif, il y a une partie pratique, j'appelle le président du club du Rouen Métropole Basket, en fait, que je connaissais de mon métier d'avant. On se connaît, c'est vrai, depuis plusieurs années.
Et donc, je lui explique mon projet de nouvelle vie pro. Je fais une reconversion, j'ai 48 ans, donc c'était un vrai pari. J'ai 2 enfants que j'élève seule, et un en études sup et un autre au collège. Donc voilà, c'était un vrai pari. Mais je lui explique mon projet, il me dit « Banco, si le coach est d'accord, tu fais partie de l'aventure, aucun problème, nous on t'accompagne dans ton projet. » J'ai rencontré le coach en juillet, il était d'accord. Et l'aventure est partie début août, donc avec le Rouen Métropole Basket. Et depuis lors, ça construit. Donc ça te confirme que j'ai fait le bon choix. T'as fait le bon choix. Alors du coup, avant qu'on parle un petit peu du RMB, est-ce que tu peux m'expliquer, selon toi, en quoi c'est indispensable de travailler son mindset, de booster son mindset au quotidien quand on est sportif? Je crois que c'est l'élément qui va venir construire, qui va venir construire le sportif au sens du sens de sa pratique. On parlait de passion. Je pense que beaucoup de joueurs pratiquent leur sport avec passion, mais sans forcément avoir tout le reste. Et c'est tout le reste qu'il faut aller chercher. La prépa mentale, elle sert au départ quand on a un problème. On l'aperçoit comme ça, j'ai un problème de concentration, j'ai un problème de confiance en moi. On voit bien que c'est essentiel dans la réussite de l'atteinte de ces objectifs. Un problème de concentration, ça vient quand même heurter à un moment ou à un autre l'évolution du sportif dans ce qu'il peut donner au groupe. Enfin, je parle pour le sport co, voilà, parce que j'étais plus dans le sport co. Mais c'est pareil au tennis, finalement. On va pas aller gagner 23 grands chelems sans travailler son mindset. C'est juste pas possible. Novak Djokovic l'explique très bien à la fin le match où il rentre dans l'histoire du tennis. Il finit son discours par parler de visualisation, d'imagerie mentale qui l'a guidé tout au long de sa carrière, dès l'âge de 7 ans, où évidemment ça prend d'autres formes au fur et à mesure de l'âge, de l'expérience, etc. Ça va prendre d'autres formes, mais dès l'âge de 7 ans, où il rêvait d'être ce tennisman-là, à 36 ans, il a réalisé son rêve. Il l'a pas fait. C'est pas un hasard, il l'a pas fait tout seul. La prépa mentale, pour lui, il l'explique, a été déterminante dans son parcours. Et je crois que pour tout sportif, qu'il ait des objectifs de jouer à très haut niveau ou pas, finalement, de progresser, d'être dans le progrès, il faut que le mindset soit en phase avec l'objectif qu'on se donne. Ça peut pas être que physique. Et c'est pas qu'une question de performance finalement, c'est à n'importe quel niveau de pratique, à n'importe quel âge. On a besoin de cheminer et de booster son mindset pour atteindre ses propres objectifs. Exactement, et c'est aussi ce qui va permettre de préserver sa santé mentale. Et ça, pour le coup, aujourd'hui, on parle beaucoup de burn-out dans le sport. Il y a plein de sportifs qui craquent. Alors, ça s'exprime, ça a toujours existé, j'imagine, sauf que ça s'exprimait pas. Aujourd'hui, ça s'exprime. Et pour le coup, la préparation mentale va venir, c'est un garde-fou supplémentaire dans la réalisation de ces objectifs, dans le bien-être. C'est pour ça que c'est pas qu'une question de performance. La performance, bah oui, c'est chouette et voilà, mais c'est évidemment pas que ça. Et j'ai envie de dire et encore heureux. Et encore heureux, exactement. J'ai envie de dire, c'est presque la cerise sur le gâteau, quoi. Oui. Voilà. Ok, et du coup, donc j'imagine que tu t'es formé à différentes techniques, différents outils. T'en as certainement qui sont tes outils de prédilection. Est-ce que tu peux nous en évoquer quelques-uns ? Ouais. Alors j'en ai parlé, l'imagerie mentale, c'est ma base. Je travaille beaucoup sur les techniques respiratoires en lien avec l'imagerie mentale. C'est-à-dire que pour moi, il y a un préalable. On peut pas se mettre dans des états de visualisation comme ça du jour au lendemain ou de l'heure dans l'heure. Il y a un travail préparatoire qui, pour moi, est lié à la respiration, se mettre
dans l'ici, dans l'ici et maintenant, savoir se créer cet environnement mental. Et donc, ça démarre par ça. Donc, je fais beaucoup de cohérence cardiaque. Les joueurs m'ont entendu parler de cohérence cardiaque toute la saison, ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus. C'est ancré. C'est ancré. Ah bah là, pour le coup, c'est vraiment ancré. Mais il y a eu une vraie réussite pour eux, donc voilà, ça les a aidés. Et puis donc l'imagerie mentale pour moi, c'est un outil d'entraînement supplémentaire pour se réaliser, atteindre ses objectifs, qu'il faudrait apprendre d'ailleurs même dans d'autres sphères, dans la sphère de l'entreprise parfois, même si il faut pas attendre de se dire on a envie de réaliser des grandes choses finalement. Dans notre vie du quotidien, on peut travailler sur sa gestion des émotions, du stress qui nous envahit tous les jours. On regarde un truc à la télé, voilà, on va se mettre dans des états pas possibles, nous se mettre en colère ou machin, et ça a des répercussions finalement sur tout notre environnement du quotidien. La cohérence cardiaque, toutes ces techniques respiratoires et de visualisation viennent aussi répondre à tous ces sujets-là aussi dans un environnement du quotidien, pas forcément que dans le sport. Et puis je travaille sur évidemment les objectifs, c'est la base. On commence moi je commence toujours par évaluer la motivation du sportif. Ensuite on parle de ses objectifs. Il écrit lui-même son cap. Je les fais écrire moi. Enfin voilà. C'est bien d'en parler, mais à un moment donné... On y visualise et on pose sur le papier. On pose sur le papier parce que c'est ce qui restera dans les moments difficiles, dans un parcours. Quand on s'embarque dans un parcours de sportif de haut niveau, on sait qu'il y aura des moments difficiles et on aura ce petit papier qui nous dira « Ah ouais, mais je sais pourquoi. Je souffre aujourd'hui, c'est dur, je suis un peu plus dans le dur, mais je sais pourquoi je le fais parce que je l'ai écrit et c'est toujours là. » C'est le mémo, quoi. C'est mes mots, ce sont ces mots, c'est pas les miens, moi j'écris rien pour eux, et c'est chevillé au corps finalement. Donc oui, motivation, fixation d'objectifs et apprentissage d'outils de visualisation, d'imagerie mentale, pour que ce soit pour améliorer sa technique, donc plutôt d'entraînement ou de réussite avant compétition, ou de relaxation, de récupération, c'est tout un chemin en fait. Elle peut intervenir, l'imagerie mentale, dans plein de phases en fait du sportif. Donc ça, ce sont mes outils de prédilection. Après, évidemment, on parle de discours interne, 1, 2, 3 mindset. Pour le coup, voilà, on est dedans. Donc, mais ça, j'ai envie de dire, c'est presque le chapeau, quoi. C'est pas un outil, c'est presque le fil d'Ariane. Le discours interne, c'est le mindset. Ouais. Donc c'est ce qui se construit au fil du temps et c'est ce qui permet pour moi de transformer la perception de la pratique du sportif, voire même, on me l'a dit, j'ai les pris avec beaucoup d'humilité, mais de transformer leur perception de vie finalement. Ouais. On va dans l'être, on va chercher un peu plus haut, plus profond. Donc c'est ton objectif à toi dans le cadre de tes coachings. Ouais. Oui, vraiment. Ouais. De transmettre ces outils-là pour permettre de se réaliser et d'être heureux, finalement, dans ce qu'on fait. Bravo. Merci. Alors du coup, si on revient un petit peu au RMB, est-ce que tu peux nous partager ton année et est-ce que tu retiens les moments forts? J'imagine que tu as accompagné collectivement, mais aussi individuellement. Donc, est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Oui, alors j'ai surtout accompagné individuellement pour le coup, même si forcément, dans un collectif, on parle à tout le monde. Donc, ça reste un sport co, mais... Ça reste un sport co, mais la cohésion de groupe au sens prépa du terme, c'était 2 autres personnes super d'ailleurs. J'ai participé aussi à ces sessions avec elles et voilà, c'était génial. Mais pour le coup, cette année, c'était pour moi une année de découverte du métier et j'en ai vu toutes les facettes parce qu'on a eu une année exceptionnelle. Je pense que, alors au RMB, on en parlait avec le président, on a parlé
à la fin de la saison, c'est la première année vraiment qui se passe comme ça. Il y a eu des victoires, des défaites, des moments difficiles, mais là, au-delà même d'être champion de France pour la première fois, quand même, c'est incroyable. Alors pour rappel quand même, le RMB était en Pro B l'année dernière et en fait descend en National 1 et du coup c'est cette année-là où tu as intégré le collectif. Donc double challenge finalement, parce que quand je démarre avec eux, l'objectif on sait que c'est la remontée, mais on sait pas quand. On se laisse, on le voit sur d'autres clubs qui ont du mal à remonter. Donc la NM1 c'est dur. Quand on y est, c'est pas facile d'en sortir. Le championnat est difficile, il est long, il est dur, et donc tout peut arriver. Et donc moi, j'avoue, j'arrive innocente dans le milieu là, pour le coup. Parce que moi, le basket, je le connais d'un point de vue amateur. J'ai été coach aussi quand j'étais plus jeune, etc. Mais finalement, cette partie-là vraiment professionnelle, je la connais pas. Je la connais pas de l'intérieur. Je la connais de l'extérieur, pas de l'intérieur. Et donc effectivement, c'est un challenge. Donc j'arrive au RMB avec toute l'innocence et avec l'envie d'apprendre de tout ce que je vais vivre. Et le coach m'avait déjà dit qu'il y avait un des joueurs qui voulait être accompagné. Donc, on s'est capté très vite. C'est Tim est beau. Et ça a démarré comme ça. Le premier moment fort, ça a été ma rencontre avec les joueurs. La toute première rencontre, c'était le 8 août 2022. J'ai la date en tête. Donc, il rentrait du stage à Ougat. Et donc le coach m'avait dit viens te présenter, viens expliquer ce que tu vas faire cette saison. Au départ, je partais pour 6 mois, enfin jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin de mon diplôme quoi. Au départ, c'était pour ça. Je partais pour ça, voilà. Et c'est ce que je leur explique. Donc, et je suis même moi impressionnée d'intervenir, tu vois, dans ce groupe qui déjà humainement dégage un truc. Tu vois, je me dis, le groupe, les gars, il y a une énergie. Il y a une énergie qui se dégage là. Alors déjà du coach qui était quand même le coach, c'est Sylvain Delorme qui avait été élu meilleur coach de NM1 l'année d'avant. Il était à Angers, il a fait monter Angers en Pro B l'année d'avant. Et donc là, t'arrives là, tu fais bon, ok, moi je suis toute petite là et puis finalement, il se passe plein de choses super. Donc le premier grand moment, c'est cette rencontre avec eux. Il y a eu il y en a eu plein en fait de moments super d'ailleurs. Il y a eu le moment dur du mois de décembre où on perd tous nos matchs. Donc la première partie de saison. Première partie de saison super. Alors on est invaincu jusque début décembre. Et là en décembre on perd 4 matchs sur 5 et là on est dans le dur. Et là, je perçois, c'est pour ça que c'est un moment important, parce que je perçois que le trauma de la saison d'avant, pas forcément chez les joueurs qui n'étaient pas là, sur ceux qui étaient là, mais aussi sur l'entourage, les partenaires, les administratifs qui sont au club, ça commence à reprendre forme. Et ce trauma, je me rends compte qu'il faut vite dépasser ça. Parce que si on ne dépasse pas ça, on va ancrer. On va perpétrer, pardon. Oui, c'est ça. On sait qu'on transmet aujourd'hui, la science éprouve par des études sur l'épigénétique qu'on transmet les émotions, donc des traumas. On le voit avec le PSG en Champions League. Même les joueurs qui n'étaient pas là lors de la remontada vivent aujourd'hui la remontada. Ce qui est incroyable, tout le monde a changé, c'est même plus le même coach. Donc là on s'est dit mince, moi je me suis dit en tout cas faut pas, voilà. Donc le coach fait une réunion assez rapidement entre guillemets de crise où les joueurs s'expriment et là je prends conscience des peurs quand on est dans la gagne, on est sur un tremplin, on y va quoi, hein. On était invaincus, on s'est dit rien ne peut nous arriver, hein. Paf. La vie nous a rappelé que non, on n'était pas prêts encore, il y avait encore des choses à passer, on n'était pas prêts pour être champion, finalement. Et donc, ça a été un mal pour un bien, puisque derrière, au mois de janvier, on reprend, après la trêve de Noël,
Et de nouveau, on est de nouveau sur une dynamique de victoire. Mais j'appréhende, pour le coup, pour moi, pour ce qui m'importe, pour le métier que je fais aujourd'hui, j'appréhende les peurs de l'échec. Et donc, je travaille, moi, de mon côté, dessus. Voilà. Donc, ça m'a fait travailler la notion de l'échec qui, pour le coup, je choque à chaque fois quand je dis ça, mais pour moi, l'échec n'existe pas. Et là, je me dis, non, ça n'existe pas. Il y a des défaites, il y a des victoires, mais il y a des défaites, mais il n'y a pas d'échec. Et donc, en politique, c'est pareil, finalement. J'ai toujours vécu les choses, j'ai eu des défaites. Dans le staff dans lequel j'ai fait partie, parfois on a gagné, parfois on a perdu. Mais pour moi, c'était pas un échec. C'est un objectif qui n'est pas atteint, en fait. C'est un objectif qui n'est pas atteint. Mais c'est pas un échec. Moi, l'échec, pour moi, ça n'existe pas. Voilà. C'est une perception d'une expérience de vie. Mais quand ça commence à tourner la tête dans la tête des joueurs, là, il faut revenir à quelque chose de réel et il faut ramener aux forces du groupe, ok, mais aussi aux forces individuelles de chacun. Parce que quand ça trotte, ça trotte dans la tête, le joueur, il doit se ramener à ce qu'il lui peut donner, ce que lui va pouvoir donner pour relancer une dynamique de victoire, individuellement finalement. Et donc, il faut le remettre dans ses forces. Et donc, moi, mais je crois que c'est valable dans ma vie, je sais, les forces que tu as, si tu les connais pas, c'est ballot, parce que c'est tout ce qui va te permettre de dépasser les difficultés de la vie. Ce bagage-là, si tu ne l'as pas, c'est pour ça que c'est important de le construire jeune, ce bagage. Ce qu'on ne fait pas, ni dans l'éducation nationale, ni dans les centres de formation, en tout cas, voilà, pas dans celui que je connais. C'est important d'apporter ce bagage de connaissances dès le plus jeune âge, parce que c'est ce qui va permettre de passer les difficultés de la vie. Et donc, de ne pas mettre les gamins dans des situations d'échec. L'échec scolaire, on parle de l'échec scolaire. Qu'est-ce que ça veut dire, l'échec scolaire ? Tu vois ? Et bien là, ça a été pareil. Et donc, finalement, ce moment fort du mois de décembre, il m'a permis aussi de travailler sur la notion d'échec pour d'autres, parce que tout le monde, je comprends bien que tout le monde ne peut pas avoir la même perception des choses. Et pour le coup, ça m'a permis de travailler d'autres choses. Et puis, évidemment, le grand moment, c'est la phase 2. Au-delà de la finale, c'est la phase 2. La phase 2 du championnat, alors championnat de NM1, il y a une phase 1 où on se rencontre, c'est un championnat aller-retour, jusqu'au mois de février. Et à partir du mois de mars, les 5 premiers des 2 groupes Est-Ouest, pour schématiser, se rencontrent pour une phase finale. Et le premier et donc le dernier match de la phase 2, le premier de ce groupe-là monte directement. Et les autres vont en play-off. Et nous, on s'est dit, l'objectif c'était, plus tôt on gagne, plus tôt on est champion, mieux c'est, parce que les play-offs, c'est quand même au petit bonheur la chance, quoi. Hein. Il y a des surprises. Il y a des surprises et il y en a eu finalement. Et il y en a eu. Puisque les vainqueurs des play-offs, c'est Loun Plage, qui était le promu de NM2 l'année d'avant, qui ne peut pas monter. Bon, finalement, c'est Poitiers qui monte, mais lui, dès le départ, il ne pouvait pas monter, financièrement, structurellement, enfin bref, il y avait des sujets. Et là, c'est la grande surprise c'est juste la surprise de la saison, quoi. Voilà. Donc nous, on s'est dit, il faut le 18 avril, c'est notre moment. Et donc, toute cette phase 2 s'est construite. On a construit, alors, toute la saison, tu construis une finale. Tu ne prépares pas 2 jours avant une finale, tu vois. Ni techniquement, ni mentalement. C'est quelque chose qui se construit toute la saison. Mais cette phase 2, que du coup j'ai accompagnée aussi en match à l'extérieur, il y a eu une espèce d'engouement autour de l'équipe qu'aurait pu faire basculer dans le melon, qui n'a pas du tout été le cas. Il y a eu cette humilité, cette simplicité dans l'approche de chaque match qui a fait et c'est un tout, hein, qui a fait qu'on est champion. Voilà. Et le jour de la finale est forcément le moment marquant, puisque là, moi j'ai jamais vécu un moment aussi fort de ma vie. Je crois que
je l'ai dit, et ça peut sembler fort, hein, mais il y a des moments forts qui structurent la vie d'une maman. La naissance de ses enfants, ce sont des années fortes. Et j'ai eu des moments vraiment très forts dans ma vie d'avant. Quand on a gagné, quand on gagne une campagne électorale, c'est pareil finalement. On se met dans des états, on est une petite équipe autour et on y va, on donne tout. Et quand on gagne, c'est juste, j'ai vécu la victoire en 2014 du maire de Rouen. Ça a été quelque chose d'incroyable. Pas tant parce qu'on gagne, mais que tout ce qu'on a construit avec l'équipe. Et c'était extraordinaire. Là, c'est pareil. C'est pas tant d'être champion de France que tout le chemin qu'on a parcouru cette saison qui aboutissait à ça. Et je crois que c'est une de mes plus belles années de vie, cette année-là avec le RMB. Pour toutes les émotions que ça suscite, pour tout ce que j'ai pu vivre de l'intérieur grâce au coach, qui m'a vraiment ouvert les portes de son antre, finalement, à lui, de la maison, de sa maison, et de comment il a construit sa maison. Et je leur ai dit, je crois qu'en 1 an, j'ai gagné 10 ans, quoi, dans ma carrière. Donc t'es plus débutante, finalement. Je sais pas, mais on débute toujours, finalement, parce qu'on apprend toujours. Donc, non, mais cette année, elle a été tellement riche en apprentissage que finalement, t'es déjà... dans la victoire, comme dans la défaite. Et j'ai envie de dire presque, ça m'a fait presque plus avancer quand on a vécu ce moment difficile en décembre que tout le reste. Parce qu'on a perdu 2 matchs pendant les phases 2, ça ne nous a pas posé de problème. Alors que ça aurait pu si on n'avait pas réglé ce sujet-là au moment de décembre. Alors décharge, je sais que le président ne sera pas d'accord, mais je leur trouve des petites excuses aux joueurs. Ils sont tous tombés malades en même temps au mois de décembre. On a été décimés par un virus. L'équipe a été décimée par un virus. Et les pauvres, ils étaient quand même mal en point pendant 1 semaine. Il n'y a pas eu d'entraînement. Et après, il faut se remettre de la fatigue que ce virus a occasionné. Et moralement, ça joue. Donc, ils avaient perdu du poids. Dans la tête, forcément, on a moins envie, quoi. Donc, à leur décharge, il y avait quand même une explication aussi autour de ce moment difficile. Mais ça a été un mal pour un bien, c'est sûr. Alors, je crois que tu reviens du Liban. T'es partie donc vivre une expérience en partenariat, du coup, la Seine-Maritime avec le Liban. Est-ce que tu peux nous en parler ? Notre aventure incroyable. Je crois que cette année, c'est entre juillet 2022 et juillet 2023, j'ai vécu des aventures humaines extrêmement riches. J'ai la chance de participer effectivement à une coopération internationale du département de Seine-Maritime avec le Liban, donc dans le cadre d'un projet large, mais bon, moi je participe dans le cadre d'un projet sportif et d'un partenariat, de la construction en tout cas d'un échange entre le SPO Rouen, qui est la partie amateur du RMB, et le club d'Animal de Zarlé, qui est le club pro phare du Liban. Et donc quand on me propose ça, j'avoue, j'hésite pas longtemps à dire oui. Mais la veille de partir, je me dis bon, allez, on y va. Je sais pas à quoi m'attendre, mais ça va être à mon avis quelque chose d'incroyable. Et c'est une aventure extraordinaire qui, pour le coup, je vis avec Lucas Bachelier, qui est entraîneur au SPO et on a bossé avec. L'idée c'était de sensibiliser. Former, c'est peut-être un grand terme. Sensibiliser les coachs à la préparation mentale. Donc, je suis intervenue 3 fois auprès d'une vingtaine de coachs pour les sensibiliser à la prépa mentale. Et je suis intervenue auprès des jeunes, qui ont entre 12 et 18 ans. Et c'est le deuxième, on va dire, grand moment de cette année. C'est que je pense sincèrement qu'on doit, la responsabilité en tout cas dans les clubs sportifs, c'est d'accompagner les jeunes aussi dans leur épanouissement personnel et de leur donner ces outils-là dès le plus jeune âge, alors avec des mots différents, bien sûr qu'on va pas employer les mêmes mots avec un joueur pro qu'avec un joueur de 18 ans ou un gamin de 12, mais de leur apporter ces outils-là dès le plus jeune âge,
c'est essentiel pour leur construction. Et pourquoi cette expérience au Liban me ramène transformée? C'est parce que le Liban aujourd'hui vit une crise économique extrêmement difficile, dure. Ils sont à la limite de la faillite. Le pays est à la limite de la faillite. Les banques sont fermées depuis 3 ans, depuis l'explosion du port de Beyrouth. Et néanmoins, et comme quoi, c'est bien dans les moments les plus durs, je parlais du mois de décembre finalement, mais là, à échelle bien plus grande, c'est bien dans les moments les plus durs qu'on se rend compte qu'on est les plus fort. C'est-à-dire que ce pays fait tout pour s'en sortir, et les dirigeants du club de l'animal de Zarlé, comme la municipalité de Zarlé, investit massivement dans l'accompagnement des jeunes, que ce soit à l'école ou là dans le sport, pour le coup, donc là, au sein du club de Zarlé, investit massivement dans leur réussite. Et la préparation mentale, aujourd'hui, je pense, en tout cas après cette expérience-là, en tout cas ça va transformer ma manière ça va transformer mes objectifs plutôt. On doit transmettre aux plus jeunes ces outils-là. Au Liban, ça prend tout son sens parce que donc, le sport, c'est leur manière de s'en sortir. Et que malgré les conditions difficiles dans lesquelles ils pratiquent leur sport, parce que pour le coup, il y a un déficit de matériel, donc nous, on a dans le partenariat qu'on construit, il y a cette aide matérielle que le SPO va apporter à l'animal de Zarlé, dans des choses basiques, des petites pastilles de couleurs pour faciliter les apprentissages du lay-up, des ballons, voilà, enfin des choses que donc nous on en a tous les ans, on a des ballons neufs. Finalement, eux, on va dégonfler les ballons, on va pouvoir leur donner tout ça. Ils n'ont pas de chasuble. Ils font des matchs avec les matchs d'entraînement, et ils ont tous la même tenue. Il y a eu un match de gala évidemment pendant cette semaine, et ils avaient tous la même tenue bleue, donc il n'y a pas de chasuble. Et pour autant, et ils sont nombreux dans ce club, il y a 600 jeunes pratiquants entre 10 et 18 ans, et ils sont tous là avec le sourire à l'heure à l'entraînement. Il y a une discipline incroyable, avec des mots qu'ils emploient déjà dès leur plus jeune âge finalement. Pour certains, ils ont déjà les prémices de petites routines avec leurs chaussures, parce qu'ils regardent aussi les vidéos, ils regardent sur Instagram, ils y sont aussi, et donc ils travaillent comme ça, rien qu'avec des vidéos. Et puis moi, je voudrais aller jouer là. Mais vas-y, rêve. Ils rêvent grand. Et je crois que le rêve, on rêve plus, nous, en France. On rêve plus en France. On subit. On subit nos vies à l'aune de programmes télé, à l'aune des informations télé, à l'aune de plein de choses, des choses qui se passent dans nos vies. On les subit, on n'essaye pas de rebondir. En tout cas, pas toujours. En tout cas, il faut avoir des outils pour pouvoir le faire, des bagages, des outils. Et là, dans le sport, en tout cas, dans ce que j'ai vécu au Liban avec ces jeunes, ils n'ont rien, au sens où, à partir du moment où les banques sont fermées, que leurs parents ne peuvent pas aller chercher d'argent, et que pour beaucoup d'entre eux, ils cumulent 3-4 jobs, et que néanmoins, ils sont à l'heure à l'entraînement. Parce que les parents, eux, il n'y a pas de transport en commun comme chez nous. Ils prennent pas le métro ou la T4 pour aller au Kinder Arena s'entraîner. Ils marchent. Ou les parents, pour les plus jeunes, doivent venir avec leur boulot, ou ils courent à droite à gauche. Et ils sont tous à l'heure. On n'a pas un en retard. Et ils sont dans un truc... moi, j'ai beaucoup appris, parce que dans mon métier, il y a des difficultés. Quand on crée sa boîte, dire on passe des moments difficiles pour commencer à facturer. C'est pas simple. On se pose des questions, on doute. Est-ce que j'ai fait le bon choix finalement, etc., etc. Je suis revenue. C'est eux qui m'ont regonflé à bloc. Tu doutes plus là. Quel que soit ce qui arrivera demain, je suis pas devin. Je ne doute plus du choix que j'ai fait l'année dernière. Alors plus du tout. Et c'est eux qui m'ont apporté ça. Le fait d'aller là-bas, c'était pas tant apprendre des choses, leur apprendre des choses, et que ce soit descendant finalement.
Ce partenariat, il est chouette parce que le département, il a ancré cette coopération sur l'équité. On vous apprend, vous nous apprenez. C'est de l'apprentissage mutuel. Et là, avec l'Hannibal de Zarlé, ça a pris un sens... ça a guidé de nouveau, en tout cas, mon chemin pour la suite, quoi. C'est certain. C'est certain. Ah, c'est chouette, ça devait être une superbe expérience. Humainement, c'est... j'ai décidé que je ne vivrais que ce qui me fait vibrer humainement, en fait. Je pense qu'à partir d'un certain âge, aussi, hein, ça joue forcément, à 20 ans, on agit forcément différemment, mais à mon âge, aujourd'hui, voilà, à 48 ans, je me dis, mais demain, la vie, elle s'arrête. Je ne veux plus me forcer à être quelqu'un. Alors, à être quelqu'un que j'ai pas envie d'être et à faire des choses que j'ai pas envie de faire. Et du coup, Karine, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les semaines et les mois qui arrivent? D'être heureuse. Merci beaucoup, j'ai passé un super moment avec toi. Merci Sandy, vraiment, pour ton énergie, ton envie aussi de vouloir parler de ce métier de préparateur mental qui est au début de sa vie, finalement, je crois. Et donc, merci à toi de nous donner la parole, vraiment. C'est un chouette moment, merci.